Et d'abord de comprendre c'est quoi le développement. Le développement dans le capitalisme est en fait un système qui est perverti, c'est-à-dire c'est un système qui est infléchi pour que soit effectivement développé l'infrastructure, les forces productives, afin de générer de la marchandise, des biens et services pour répondre à la demande. Mais ça se fait en détruisant les rapports sociaux, en détruisant l'environnement. C'est ce que Gilbert Rys nous montre et effectivement je crois que cette définition économiste du développement est le problème. On a inventé le développement durable pour essayer de voir si c'était soutenable, mais au fond, c'est le mode de production et de consommation lui-même, que ce soit à droite qu'à gauche, qui pose problème. Mais au-delà de ça, les besoins fondamentaux, ils restent au fond les mêmes, c'est-à-dire de l'eau propre, une alimentation équilibrée, des soins de santé, un système éducatif, un habitat. Ça, ce sont les 5 fondamentaux. Ensuite, on peut les élargir. Et donc, ce n'est pas dans la formulation qu'il y a un problème, c'est dans le fait que ceux qui pourraient mettre en œuvre ces systèmes-là, c'est-à-dire les États, pendant la période où ça a été formulé, en fait, ont été désengagés de leur économie. Donc, ils n'ont plus la marge de manœuvre qui leur permet véritablement de se consacrer à ces attributs de souveraineté, de construction. Et donc, à ce moment où ils sont dessaisis et où on dit que c'est le secteur privé et la société civile qui doivent s'occuper de tout, ces États-là sont laissés dans leur portion congrue. Ils gèrent la crise, ils sont sous perfusion. L'aide et la coopération internationale elle-même n'atteignent même pas les 0,7% des PIB depuis 1969. En fait, ce n'est même pas la moitié des sommes qui sont cassées au développement. Le système multilatéral lui-même s'est défait, s'est effondré. Il ne parvient qu'à faire à très petite dose ce que le consensus de Washington, c'est-à-dire la poursuite néolibérale du développement, avait astreint. Et donc, le développement du millénaire a été un horizon fixé qui était atteignable, accessible, mais qui ne pouvait pas dans ces circonstances l'être. Et donc, les élites, la corruption, la malgouvernance ont fait le reste. Aujourd'hui, on se rend compte que ces objectifs sont toujours d'actualité et malheureusement ne seront pas atteints. Prenons-les rapidement. La question de l'alimentation. L'essentiel de l'alimentation est sacrifié pour nourrir le bétail. 47% des céréales servent à nourrir du bétail. Au moins 2 milliards de personnes auraient pu le manger. Nous produisons plus que nous consommons en réalité. La FAO dit qu'il faut doubler la production. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est un problème de répartition. D'un robinet, quand tu le bois en conscience tranquille parce qu'il a été restauré, régénéré par un système d'aqueduc, nettoyé et remis dans le système d'alimentation domestique. Or, la privatisation de ce service, la rareté, le manque d'infrastructures font que cet objectif n'est pas atteint. Au niveau de la santé, c'est la même chose. La santé, c'est quoi? C'est des choses très simples. Une fourniture médicale dans un rayon de 7 km, des dispensaires, des femmes qui ne tombent pas en mortalité parce qu'elles accouchent. C'est être capable de pouvoir avoir le minimum dans une salle de classe d'enfants vaccinés pour qu'ils puissent rester dans la promiscuité. C'est de pouvoir faire face à des pandémies comme par exemple Ebola. On ne peut pas faire face à ces pandémies parce que nos systèmes de santé ont été déstructurés, libéralisés, fragmentés. Et la marchandisation de ces systèmes a complètement fragilisé les acquis très fins. L'éducation, c'est la même chose. C'est quoi être éduqué? C'est tout simplement, on vous dit 2, 3 comprimés par jour, eh bien vous ne les prenez pas. C'est ça vraiment l'éducation. C'est chien méchant, vous ne rentrez pas. C'est une éducation de base, fonctionnelle, minimum. Celle-ci, comme celle où a provoqué évidemment une complète désaffection de l'État, qui a vu les marchandisations, la libéralisation du secteur. Même chose au niveau de l'habitat. On veut savoir quels sont le nombre de personnes par pièce d'habitation. Les bidonvilles font rage. On voit une spéculation foncière. On vend les terres, on vend le patrimoine. On voit s'ériger d'immenses formes d'urbanisation sans même que les cadastres suivent, mais toujours aux mains de quelques nantis et quelques-uns qui peuvent profiter du système du marché. L'habitat n'est donc pas un habitat social et il ne peut pas être atteint. Donc à ce moment, on repousse toujours plus loin les chances pour ceux qui n'ont pas accès. Et donc, quand vous posez la question, vous devez savoir c'est quoi être riche dans ce monde? Puisqu'ils disent non, ça va marcher, prenez votre temps, on va y arriver. Mais c'est quoi être riche? Quand vous regardez le patrimoine mondial des ménages, vous voyez que les riches, c'est ceux qui possèdent sans dette $2200. Ils font partie de 2% de l'humanité, qui dispose de plus de 50% de ce qu'elle produit. C'est ça la richesse des patrimoines. Et donc, cette richesse-là, ce n'est pas celle qu'on demande. Les basic needs, les besoins essentiels, c'est un minimum vital. On ne parle pas de richesse, on demande le bien-être. Et ça, c'est la différence dans les deux économies. Une économie qui fonctionne sur le bien-être, la recherche pour le plus grand nombre et la justice sociale, ou alors une économie qui génère la richesse, mais qui ne peut évidemment pas être pour tout le monde, même si on nous dit qu'il y a le trickle-down effect, un ruissellement. C'est faux.
Et c'est ça le néolibéralisme, un système qui n'est plus viable économiquement, socialement, écologiquement et qui est en train d'amener l'humanité vers l'impasse. C'est pour ça que l'atteinte des objectifs du millénaire était effectivement un bon choix. Malheureusement, ce n'est pas sa formulation, c'est l'ordre mondial qui le rendait incompatible avec sa poursuite. Que nous sommes tous responsables aujourd'hui. Par contre, il y a évidemment un rapport de force. L'impérialisme impose un rapport de force. Et ces tenants, c'est-à-dire les compradors, les gens qui souvent nous dirigent, qui ont subordonné notre développement aux desiderata de ces puissances-là, évidemment ne sont pas intéressés ni à écouter des gens comme nous, ni à vouloir faire le changement. Voilà, c'est là qui rend les choses absolument difficiles. Que devrait être donc la position de l'intellectuel africain? Comment est-ce que devrions-nous penser pour atteindre L'intellectuel africain, comme le montre Fanon, comme l'ont montré Cabral et bien d'autres, doit être un intellectuel enraciné dans les valeurs de son peuple. Ça doit être un intellectuel organique, quelqu'un qui choisit son champ. Actuellement, c'est l'individu qui reproduit l'avantage le système, qui trahit son système, pour la grande majorité d'entre nous. Ceux qui essayons d'aller vers cette voie, qui est au fond la voie de nos aspirations populaires, sont marginalisés, rejetés, en exil. On leur empêche en fait l'accès, on les empêche même l'accès aux médias. Et donc ils travaillent dans les bandes, ils acceptent leur marginalité, ils résistent. Et lorsqu'ils sont trop forts, lorsqu'ils parviennent à prendre le pouvoir, on les tue, on les assassine. Et donc c'est extrêmement dur, parce que tout dans nos systèmes sont faits pour faire perdurer un ordre, pour que les gens, je ne dirais même pas se rebellent, mais soient conscients. Et donc vous voyez une culture du nivellement, une culture de l'obscurantisme. Aujourd'hui, on voit renaître des culturalismes, des fondamentalismes religieux, à cause de la perte de sens, à cause de l'échec du développement. Et donc, les intellectuels ont du mal à se faire entendre parce que pour la plupart, ils ont hélas trahi, mais une grande majorité d'entre eux ont fait leur travail et continuent de le faire. Évidemment, leurs voix sont peu entendues, leur décrédibilisation dans le dispositif politique qui préfère les managers, les gestionnaires plutôt qu'eux. Alors évidemment, le grand capital préfère, à moins que ce soit l'intellectuel du service, a peur du savoir. Parce que le savoir, la science, comme disait Cheikh Anta Diop, c'est vraiment notre véritable arme. Chaque Africain doit apprendre plusieurs disciplines. Chaque Africain doit comprendre que cette discipline sert à changer, à améliorer son quotidien, mais aussi le quotidien de tous les autres. C'est là l'intellectuel. C'est ce que Gramsci avait compris. Et je crois que nous devons redécouvrir des gens comme Cabral, comme Fanon, comme Sankara, parce qu'on ne réinvente pas la rue. La rue ne se réinvente pas, mais on peut la perfectionner. Et ces gens ont donné naissance à de nouvelles générations qui sont des synthèses d'eux. Ouvrez les yeux, ils sont autour de vous, ils travaillent, ils souffrent, ils luttent, mais ils sont très peu nombreux, très peu compris. Mais ils existent. Merci.